Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Déjà, je l'avais dit la dernière fois, mais c'est très étrange quand on sort de Pierrot le Fou qu'on tombe sur ce film. C'est-à-dire c'est absolument énorme la différence totale qu'il y a entre la couleur, le romantisme, si vous voulez, le côté flamboyant de Pierrot, et ce film qui est un retour sur la Terre. Vraiment retour sur la Terre, et la Terre la plus austère, si j'ose dire, puisque le film est tourné à Paris, en plein hiver, il fait froid, entre deux tours des élections. Puisque c'était les élections, c'était De Gaulle et Mitterrand. Et c'est De Gaulle qui a gagné. Dans le film, on ne le sait pas encore. C'était la deuxième fois comme ça. Donc Godard... Alors, ce film, c'est bizarre, parce que là, quand on le voit, on a l'impression que c'est fait en fonction de la situation strictement actuelle, et c'est pas vrai. C'est-à-dire que c'est le film sur lequel Godard a le plus travaillé et le plus hésité dans les années 60. D'habitude, dès qu'il a l'argent, il fonce. Et là, il a mis 15 mois, à partir du moment où il a le projet, pour arriver à le tourner. Et Pierrot le Fou est au milieu, si j'ose dire. C'est-à-dire que ce film, Godard commence à y penser et à chercher le financement, etc., avant Pierrot le Fou. Donc ça veut dire que quand il tourne Pierrot le Fou, il a quand même déjà ce film-là dans la tête. Alors j'avais dit la dernière fois que Pierrot le Fou, c'était un film où il abandonne sa jeunesse. Enfin, en tout cas, il sait qu'il sort de sa jeunesse. Et dans ce film-là, vous allez voir, c'est la première fois où il va filmer des gens plus jeunes que lui. Jusque-là, si on regarde les films de Godard, c'est synchrone avec son âge. Il filme des gens de son âge à peu près, jusque dans Pierrot. Et là, il se rend compte, Godard, qu'une nouvelle génération vient d'arriver, qui est celle des yéyés et tout ça, qui est très différente de la sienne, à tout point de vue, culturel, mode de vie, etc. Donc, il est assez fasciné par ça. Et il les rencontre, l'histoire est très étrange, il les rencontre, les Cahiers du cinéma avaient été rachetés par Philippe Aki, et Philippe Aki, c'était l'éditeur des revues yéyé. Et du coup, quand Godard allait dans le bureau de Philippe Aki, il rencontrait les chanteurs et les chanteuses qu'on voit là, si vous voulez. Et du coup, il s'est dit, qu'est-ce que c'est ces êtres bizarres ? Ça lui donne l'idée donc de faire ce film. C'est la première fois, si vous voulez, où Godard filme une génération dont il se sent extérieur. Alors, il ruse un peu, c'est que il a un agent secret, si je veux dire, c'est Jean-Pierre Léaud. Parce que Jean-Pierre Léaud, à la fois, il est pas très loin de la génération yéyé, il est un petit peu plus vieux, mais pas tant que ça, mais intellectuellement, culturellement, il est avec Godard, si vous voulez. C'est comme si Godard envoyait dans son film, pour approcher cette nouvelle jeunesse, quelqu'un qui est un agent double. Agent double, puisqu'en plus, évidemment, Léaud vient de Truffaut. Et donc, il a, lui, ce que les jeunes de cette époque-là n'ont plus. C'est-à-dire la culture des jeunes qu'on va voir n'a plus rien à voir avec celle même de Jean-Pierre Léaud, qui pourtant, est, si vous voulez, n'est pas très vieux par rapport à eux. Donc, Godard rattrape ça. Godard rattrape le moment où il y a une bascule entre sa génération et une nouvelle génération qui va dominer toute la musique, si vous voulez, toute la culture populaire. C'est eux maintenant, c'est plus les gens que Godard aimait ou connaissait. Donc c'est pour ça que dans ce film, vous allez voir, c'est très étrange, mais Godard a une espèce de recul ou un regard comme ça, un tout petit peu d'anthropologue. Enfin, c'est-à-dire, il regarde cette nouvelle génération en se disant qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Qu'est-ce que c'est ? Truffaut le lui a beaucoup reproché, puisque Truffaut a été très fâché que Godard lui prenne Léaud, parce que quand Godard embauche Léaud, il dit à la presse je fais un épisode de plus d'Antoine Doinel.
Donc évidemment, Truffaut l'avait mauvaise, puisque c'était lui, enfin, je veux dire, c'était son personnage, et il dit, voilà, je vais mettre Antoine Doinel dans un truc à moi, qui s'appelle le masculin-féminin. Il y a la célèbre lettre absolument horrible, très méchante de Truffaut contre Godard, et il lui dit, ton film est bien, mais tu as fait du mal à Léo. Enfin, je vois que Léo n'est pas heureux dans ton film, il lui dit, c'est-à-dire comme si de la pure jalousie, si vous voulez, de cinéaste par rapport à un acteur, parce que Truffaut a l'impression qu'il a créé Léo et Doinel en même temps. Donc évidemment, ça le fait un peu bondir quand Godard dit « je fais un épisode de plus de la vie d'Antoine Doinel ». Donc voilà, il y a ça. Alors c'est un film... Godard, dans les années 60, il a été le plus fort sur capter les choses ordinaires. Capter qu'est-ce que c'est qu'un endroit où on va laver son linge dans la rue, qu'est-ce que c'est que les cafés parisiens, qu'est-ce que c'est, si vous voulez, et le métro. Godard aimait filmer les choses ordinaires de la vie quotidienne, et il avait des antennes incroyables pour attraper ce qui était strictement actuel. Et là, la chanson. Vous allez voir la façon dont il filme les yéyés. Alors les yéyés, il ne faut pas non plus faire de... Si vous voulez, à l'époque, ils étaient inconnus, hein, à peu près. Je veux dire qu'on dit, il avait Chantal Goya. Chantal Goya était à peine connue. Elle était comme 15 autres chanteurs et chanteuses qui commençaient à émerger, si vous voulez. C'est-à-dire et là aussi, Godard a toujours été très fort, c'est-à-dire que sur la musique, par exemple, il voit qui se distingue. C'est pas par hasard si chaque fois que Godard a filmé des musiciens, il s'est jamais trompé sur le choix, si vous voulez, de ces musiciens. Donc là, il y a cet aspect-là. Et alors, c'est un film un peu décalé par rapport à la famille Godard. C'est-à-dire que c'est pas Coutard qui fait l'image et c'est pas ses producteurs qui le produisent. Si vous voulez, il repart avec une autre équipe, mais qui n'est pas une famille, qui est des gens qui ont eu envie de travailler avec lui. Je reparlerai un petit peu de ça après. Et je raconterai donc après, quand on aura vu le film, l'histoire très bizarre du scénario de ce film. Puisqu'en gros, Godard hésite entre deux nouvelles de Maupassant, et finalement, il hésite vraiment. Et finalement, il dit je vais faire les deux. Et donc, il mélange dans le film deux nouvelles. Je raconterai après un peu plus le sujet de ces nouvelles de Maupassant. Mais bonne projection, et à tout à l'heure. Tout ça pourrait être un film sans scénario, si on le prend au premier degré comme ça. Or, en fait, il y a deux vrais scénarios derrière, hein, qui ont été entièrement, évidemment, transformés par Godard. Et deux fois, c'est des nouvelles de Maupassant. Donc, la première nouvelle de Maupassant, ça s'appelle Le Cygne. Et Godard l'avait déjà filmé. C'est le premier film de Godard. C'est-à-dire Godard, après avoir fait son film sur le barrage en Suisse, il a fait un court-métrage en 16 mm, comme ça, mais même plus personne ne s'en rappelait parce que personne ne l'avait vu. C'est-à-dire, c'était un film, la Nouvelle Vague, avant de faire des films, il faisait des petits films en 16 pour se former, si vous voulez, enfin pour s'entraîner. C'est-à-dire, c'était pas des films qui sortaient en salle nulle part. Donc, il existe maintenant, enfin, on peut le voir, ce film, dans des DVD. Donc, c'était le premier tournage de Godard, et ça racontait l'histoire du Cygne. Donc, l'histoire du Cygne, c'est une bourgeoise qui est donc, son appartement donne sur la rue, et elle voit une prostituée qui fait des signes aux hommes, et les hommes montent chez elle. Et donc, pour s'amuser, elle le fait pareil, elle fait signe à un homme, et l'homme monte chez elle. Et une fois que l'homme est là, il refuse de partir. Et elle a très peur parce que son mari doit revenir, et donc elle couche avec lui pour se débarrasser de l'homme. Donc cette histoire, c'est la première histoire que Godard a racontée, disons, dans sa carrière. Et il y avait déjà tout le sujet de la prostitution. Donc au départ, il part de ça.
Et le producteur, Anatole Dauman, était très content. Anatole Dauman, bon, je situe un peu qui c'est. Anatole Dauman, c'était le producteur des cinéastes de la rive gauche, c'est-à-dire René, Varda, etc. C'était, si vous voulez, c'était le producteur des cinéastes intellectuels et littéraires. Et il n'avait jamais fait aucun film avec la Nouvelle Vague. Et il a très envie de se payer un Godard. Et donc il propose à Godard voilà, il lui dit qu'est-ce que tu veux faire comme film? Et Godard, qui ne sait pas trop quoi dire, dit je veux faire l'histoire de Maupassant. Ça l'intéresse beaucoup, le producteur, parce qu'il dit on pourrait faire un film qui serait un peu inspiré du Marquis de Sade. Il attend, si vous voulez, un film un peu littéraire sur la prostitution. Et il offre à Godard un livre de Sade. À l'époque, le livre de Sade était interdit à la vente. Hein. Donc ils lui disent, pour t'inspirer, fais ça. Donc Godard, il reste une phrase de Sade dans le film où il dit Français, encore un effort pour être républicain, mais c'est tout. C'est-à-dire Sade va totalement disparaître de ça. Alors, il y a d'abord cette nouvelle. Puis Godard en trouve une autre de nouvelle qui raconte l'histoire d'un jeune homme de la bourgeoisie, enfin quelqu'un qui est cultivé et qui tombe amoureux d'une fille qui est le contraire, qui est homosexuelle. Et donc il y a un fossé entre eux, c'est-à-dire lui, il est d'une autre classe sociale, il est d'une autre culture, et il tombe très très amoureux de cette fille. Et un jour, donc c'est intéressant par rapport à la fin, un jour ils vont se promener au bord de, je sais pas où, enfin en banlieue, au bord de la rivière, et il tombe sur elle en pleine action sexuelle avec deux de ses copines. Et il se suicide. Donc c'est intéressant puisque le suicide va rester, mais sous une forme indécidable. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais dans le film de Godard s'il s'est suicidé ou s'il est tombé accidentellement. Elle dit c'est impossible qu'il soit suicidé. Pour elle, il n'y a pas de doute que c'est en faisant les photos, il a trop reculé, il est tombé. En tout cas, Godard. Alors, je reviens à l'histoire des deux scénarios. À un moment, Godard dit il faut faire deux films. Un film qui serait fait de deux volets, qui seraient les deux histoires de Maupassant, mais qui n'auraient pas de lien entre elles. Ça serait comme un film à sketch avec deux histoires. Et le producteur dit, et si on demandait à Polanski de faire le deuxième? C'est-à-dire, un aurait été fait par Godard, l'autre par Polanski. Tout ça traîne un peu, parce que Godard, il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Enfin, il ne sait pas vraiment lequel des deux films il veut faire, etc. Et un jour, il a l'idée. Il dit, je vais faire les deux films en incluant un dans l'autre. Je ne vais pas mélanger les histoires. Et donc, l'histoire du cygne, c'est celle du film suédois qu'ils vont voir au cinéma. Et évidemment, le film suédois, ça amène Bergman. C'est-à-dire que c'est une parodie de Bergman et d'un film en particulier qui est Le Silence. Alors c'est intéressant parce que Le Silence raconte déjà cette histoire, c'est-à-dire une femme qui va chercher un homme dans la rue et qui l'amène dans l'hôtel où elle est la sœur nymphomane. Donc tout ça se tricote de façon très très bizarre. Alors le producteur, enfin il dit oui. Il dit oui. Enfin, d'ailleurs, ce producteur, il a toujours laissé faire à Godard tout ce qu'il voulait. Parce qu'après, ils ont fait ensemble deux ou trois choses que je sais d'elle. C'est-à-dire, il a une telle admiration de Godard qu'il ne discute jamais. Et là, il attend quand même 15 mois que Godard veuille bien faire le film. Comme toujours, Godard, au début, commence à tourner et puis dit « je ne suis pas en forme, je ne le fais pas ». Bref, ça traîne, hein, mais il attend très très patiemment Anatole Dauman que Godard soit prêt à tourner. Alors, l'idée de
l'idée est très belle, c'est d'inclure dans le film des personnages qu'on est en train de voir un autre film, qui serait l'autre nouvelle de Maupassant. Et il règle, enfin c'est pas Godard, les rapports de Godard et de Bergman ont été très très forts. Enfin, rapport pas personnel, mais chaque fois que Godard voit un Bergman, il se dit, il est trop fort, il invente des choses. Godard, après, le film d'après, il dit, je vais faire mieux que lui. Il y a une rivalité artistique, si vous voulez, permanente entre les deux, même si au départ, le choc, c'est Monica. C'est-à-dire que pour Godard, Monica, c'est fondamental dans son œuvre. Je l'ai déjà parlé à propos de Pierrot. Donc là, c'est un peu étrange. Il a quand même une très grande admiration pour Bergman, et il fait une scène un peu mimée, enfin un peu comme ça, un peu ironique, un peu, ce qui est bizarre. Ça ne reflète pas les sentiments réels que Godard a par rapport au film de Bergman. Alors, il est un peu gêné de faire ça, puisqu'il va tourner en Suède, hein, il va tourner, et il prend l'homme qui joue dans ce film, c'est un vrai acteur de Bergman. C'est l'acteur de Jeux d'été, qui a vieilli depuis. Et la fille, c'est une... Godard ne la connaissait pas, c'est un mannequin star à ce moment-là dans son pays. Donc la fille, évidemment, elle est hyper contente de jouer dans un film de Godard. Après, quand elle a dû voir ce qu'elle faisait, ça devait être un peu plus décevant. Alors Godard, ça ne l'intéresse pas trop, ce tournage, et il part avant la fin. D'abord, il gèle, hein, il fait un froid de chien la saison où ils vont tourner, et il laisse Willy Courant se débrouiller. Il lui dit, filme ça, ça et ça, il fait des dessins et il part. Donc du coup, les deux acteurs suédois ont été filmés par le chef-op. Enfin, il est resté 2 jours, Godard, mais après, c'est eux qui ont fini, disons, le tournage. Bon, c'est toujours intéressant, hein, quand Godard lâche le tournage et le laisse à quelqu'un d'autre, au chef-op, à quelqu'un d'autre. Et il le fait assez souvent. Il l'a fait toute sa vie, par moment, d'abandonner en confiance le film à quelqu'un d'autre. Alors, Willy Courant, quand Godard va le voir tourner, pour voir comment il travaille. Et il va le voir tourner chez Agnès Varda, à Noirmoutier. Et il ne dit pas grand-chose, mais finalement il va le voir, il lui dit, j'ai besoin de quelqu'un pour une deuxième équipe. Et Willy Courant dit oui, alors qu'en fait c'est pas vrai. C'est-à-dire il cherchait le chef-op de ce film-là, puisque Coutard ne pouvait pas. Et donc Willy Courant a très peur. Willy Courant, c'était un chef-op beaucoup plus classique, beaucoup plus traditionnel, si vous voulez, que Coutard. Et il est un peu inquiet de comment ça va se passer avec Godard. Et puis il y a quand même la statue de Coutard qui plane à ce moment-là sur tous les films de Godard. C'est-à-dire, c'est très... Et donc il accepte. Et l'histoire est assez belle. C'est-à-dire que le premier jour de tournage, il dit à Godard, j'accepte, mais j'ai peur. Et Godard lui dit, vous inquiétez pas, au début, on tournera des petites choses faciles. Comme ça, vous allez vous chauffer, vous allez comprendre mon système. Et il commence par la scène la plus difficile à tourner du film. C'est la très très longue scène travelling baladeur dans le café quand il y a la déclaration d'amour à la fin. Quand il la demande en mariage, c'est une scène extraordinaire, hein, qui dure pratiquement 4 minutes. La caméra virevolte, circule dans les trucs, il y a les portes qui s'ouvrent, qui se ferment. C'est très très chorégraphié. Et évidemment, pour le chef-op, c'était l'horreur. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il dirige la dolly, il fallait qu'il cadre, parce que vous avez vu par moment, Godard lui dit, là tu les lâches, tu cadres les 2 types qui sont à table, qui sont à l'autre table, etc. C'est un plan très très complexe. Donc... Et c'était complexe aussi pour les acteurs. C'est-à-dire que Godard commence son film par la scène la plus difficile à tourner de tout le film. Et là, sur les vitesses, c'est évidemment passionnant. C'est-à-dire que Godard, j'ai vu ça sur le rapport script, hein, Godard arrive à 9h et il prépare pendant 2 heures.
parce qu'il y a des figurants, il faut installer des micros quand les figurants parlent, etc., puisqu'il n'y aura plus aucune coupe, puisque c'est un plan séquence entier jusqu'au moment où, au moment de sortir, il lui dit « Je voulais te dire, est-ce que tu veux m'épouser ?» Donc, plan très très difficile, 2 heures de préparation, et puis là, Godard commence à tourner, et il fait 14 prises. C'est très rare que Godard fasse autant de prises, parce que c'est quand même très difficile. Et il arrête le tournage à 2h30, et il a 3 minutes de film, 3 minutes et demie de film en boîte. C'est-à-dire que du coup, du point de vue du rendement, mais c'est souvent le cas, le plan séquence, c'est très long à installer, mais après, le rendement est très très grand. S'il avait fait la même scène découpée, il aurait fini le soir. Tandis que là, tout le monde a peur, et en même temps, c'est une façon aussi de dire à toute l'équipe, on commence dans le grand bain, on commence par ce qu'il y a de plus difficile. J'imaginais l'ingé son et tout ça, tout le monde est comme ça, quoi. Et les acteurs aussi, puisque les acteurs, il faut qu'ils tiennent eux aussi, si vous voulez, leur texte et leur jeu dans toute la durée de ce plan séquence. Donc en gros, il prend le risque de mettre tout le monde en difficulté, et après, le principe c'est qu'après, si ça passe, après il n'y aura plus de soucis pour le reste du film. Donc c'est une stratégie. Il y a des cinéastes qui font le contraire, qui commencent par tourner des petites choses faciles pour que tout le monde se chauffe. Godard dit non, ils vont tous se chauffer en même temps et d'un coup. Pour ça. Alors il y a un livre sur le tournage de ce film, de quelqu'un qui s'appelle Michel Vianet, qui a suivi le tournage entièrement et qui raconte certains tournages de certaines scènes. Voilà. Il vient d'être réédité. C'était un livre de l'époque, c'était un journaliste, et il vient d'être réédité. Alors, sur les acteurs, il veut Chantal Goya, il découvre, si vous voulez, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais j'insiste, aujourd'hui, tous ces gens-là sont connus. Ils ne l'étaient pas du tout à l'époque. Marlène Jobert, c'est son premier rôle. C'est-à-dire qu'il trouve, alors moi j'adore ça, le type qui est vraiment, on voit, qui est un prolo, qui n'a pas du tout le visage, ni la façon de bouger des autres. Godard le repère dans un bar où il allait, et tous les jours ce type était là, et un jour Godard va le voir et lui dit « Est-ce que vous voulez tourner dans mon film ?» Et le type lui explique que c'est un travailleur, c'est quelqu'un qui fait des ventes à domicile, etc. Et Godard le choisit pour jouer le communiste, enfin le militant, disons. Alors, j'ai été très frappé ce soir à quel point ce film annonce la chinoise. Notamment toutes les scènes où il y a les filles dans l'appartement bourgeois. C'est déjà pareil. C'est-à-dire un appartement bourgeois, et il y a une communauté un peu hétérogène qui évolue dans cet appartement. Alors, sur le prolo, je trouve que c'est magnifique de jouer Léo et lui. C'est-à-dire, c'est le contraire. C'est des visages contraires, c'est des façons de parler absolument contraires, et ça marche très bien. Et finalement, ce type est très touchant, y compris quand il dit des choses un peu comme ça qui pourraient être choquantes. L'idée du casting de mélanger Léo à ce type, parce qu'ils jouent souvent ensemble, je trouve que c'est une idée magnifique, enfin, quand on revoit le film aujourd'hui. Alors, il y a des trucs assez marrants sur l'évolution des perceptions qu'on a, nous, par exemple, des syndicats. C'est-à-dire, à l'époque, Force ouvrière, c'était le syndicat traître au service des patrons, etc. Et ça a complètement basculé, si vous voulez. C'est-à-dire, quand on entend ça, on se dit... Pourquoi ils disent autant d'horreur sur Force ouvrière? Parce que c'était ça à l'époque, si vous voulez. Donc il y a eu évolution. Du coup, ça permet de mesurer des choses comme ça, historiques,
par rapport à ce qui se dit sur la politique, sur des choses comme ça. Donc c'est un film, enfin pour moi en tout cas, incroyable sur ce qui l'attrape d'une époque. Parce qu'aujourd'hui, quand un cinéaste veut attraper des choses d'une époque, il fait le scénario, quoi. C'est-à-dire, il dit, je vais raconter l'histoire d'un gilet jaune, etc. Là, c'était pas ça du tout. C'est-à-dire, l'époque, Godard l'attrape avec le cinéma. Il l'attrape entièrement avec le cinéma, avec les signes, avec le langage, etc. Il n'a pas besoin que ce soit son scénario qui raconte. C'est le film qui raconte. Son scénario n'a pas... Il n'y a pas grand-chose dans le scénario. Alors, je reviens sur le... Je circule un peu sur l'histoire des deux nouvelles de Maupassant. Il garde, Godard, dans le film, l'homosexualité des filles, mais c'est plus que discret. C'est-à-dire qu'il ne traite pas la relation homosexuelle, elle est esquissée, comme ça. Il y a la scène où elles sont derrière les dépolis dans la douche, mais après tout, ces deux filles qui se douchent, je veux dire, c'est pas non plus un truc comme ça qui serait explicite. Et il y a des petits gestes, quand Léo ferme les yeux, elle caresse le visage, c'est-à-dire ça reste extrêmement discret. Et il y a un peu un jeu avec ça au cinéma. Là, il y a la rivalité entre le garçon et entre Léo et la fille qui est amoureuse de Chantal Goya sur l'histoire des changements de place dans le truc. Mais tout ça reste assez enfantin. Enfin, il n'y a rien de sexuel. On a plutôt l'impression que c'est une histoire de vagues désirs amoureux et c'est tout. Surtout que dans le film, si vous voulez, il y a un très grand clivage il y a un écart, disons, entre ce qui se dit et ce qui se fait. C'est-à-dire que peut-être qu'effectivement la fille est vierge quand Léo lui dit est-ce que tu as déjà couché avec un garçon, elle rit de façon gênée. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il y a un très grand décalage entre la réalité de leur vie et puis l'espèce de crudité du langage, qui est d'ailleurs, je pense, un peu forcé par Godard. Je ne pense pas qu'à l'époque les gens parlaient comme ça, enfin, de sexualité. C'est un truc un peu... Voilà, il y va un peu plus fort que ce qui devait se dire, je pense, dans des situations comme ça, dans la réalité. Alors, le centre du film, c'est Jean-Pierre Léaud. En le revoyant, c'est évident que dans ce film, il est absolument génial. Il est génial de bout en bout, quoi. Parce que le personnage de Léo, c'est le contraire des yéyés. Enfin, de ce qu'il y a dans la tête des yéyés. Parce que lui, il est sombre, il est sentimental, ce qui est un mot qui n'a pas de sens dans la population des yéyés. Si vous voulez, l'idée, on n'avait pas, enfin, c'était une faiblesse d'être sentimental, alors que Léo, il est que ça, il est totalement sentimental, et il y a un truc génial chez Léo, mais toujours, il est dans la scène, et puis d'un coup, il n'est plus là. D'un coup, il regarde au plafond, d'un coup, il est dans ses pensées. C'est-à-dire, il a une capacité de changer de régime de présence extraordinaire. Je pense que sur ça, Godard est plus fort que Truffaut. Sur ça, sur ce qu'il réussit à faire avec Léo de ces changements. Bon, mais Léo n'a jamais été aussi magnifique, enfin, moi je trouve, et on sent que Godard adore le filmer. Les plans sur Léo sont tous magnifiques, enfin, y compris des plans où il ne se passe pas grand-chose, qui sont lents. C'est comme si Léo était une surface d'observation pour Godard, qui l'oppose au... Alors, il y a des choses qui me gênent un peu dans ce film, malgré tout, sur
sur les enfants de Marx et de Coca-Cola, c'est clair que les enfants de Marx, c'est les garçons, et que les filles sont les enfants de Coca-Cola. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul personnage féminin qui aurait un petit peu le charme ou la profondeur, disons, de Léo et même de son copain Prolo. C'est pas, voilà, les garçons sont d'une autre catégorie et il a pas donné, je trouve, la chance à une fille, enfin un personnage féminin dans ce film. Il y a une scène que je n'aime pas du tout, c'est Mademoiselle 19 ans, parce que là il y a du mépris, quoi. Enfin il y a un truc qu'il aurait, je sais pas, il a eu envie de filmer ça, mais il ne fallait pas le laisser dans le film, quoi, parce qu'il y a une espèce de jubilation, comme s'il se moquait de la connerie, enfin c'est pas la connerie, c'est la pauvreté totale intellectuelle de cette fille par rapport aux autres personnages, et c'est long, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu... Il y a deux choses qui me gênent. Il y a ça, et une chose que je n'ai jamais comprise, mais peut-être que vous allez me l'expliquer, c'est l'histoire quand il va dans les WC, qu'il y a les deux mecs qui s'embrassent, un est visiblement arabe, celui qui lui dit tire-toi pour le con, et après il écrit non à la République des lâches. J'ai jamais osé demander à Godard. De toute façon, je lui avais demandé, il m'aurait pas répondu, il m'aurait répondu n'importe quoi. Je ne comprends pas ça. Enfin, je ne comprends pas le sens de cette scène. Alors, la Nouvelle Vague était très hétéro. Hein. On va dire la Nouvelle Vague, il y avait Brialy, enfin, comme acteur, mais en gros, c'était quand même un mouvement très, très hétéro. Et les relations amoureuses racontées dans les films de la Nouvelle Vague sont toujours... Le fondement, c'est ça. C'est quand même c'était des purs hétéros, y compris sur les relations d'amour, etc. Donc, mais ça ne suffit pas. Godard est quelqu'un de suffisamment conscient, suffisamment politique pour avoir laissé ça sans raison. Est-ce que quelqu'un a une idée sur ça? Est-ce que ça vous a gêné d'abord? Peut-être que c'est pour dénoncer le fait qu'ils se cachent au lieu d'afficher clairement leurs sentiments et leurs attitudes. Ouais. Et puis alors, mettre en cause la République, peut-être que c'est aussi mettre en cause une République qui ne permettrait pas justement au mouvement homosexuel de revendiquer leur cause et de s'épanouir. Enfin, des suppositions, tout ça. Bon. Votre explication est très généreuse, mais voilà, parce que la façon dont c'est filmé, si vous voulez, on n'a pas l'impression que c'est une revendication de la liberté des homosexuels. Et en plus, en 1965, des homosexuels ne pouvaient pas se tenir par la main dans la rue. Hein. Je veux dire, il ne faut pas oublier non plus quelle était la situation idéologique de l'époque par rapport à ça, quoi. Donc, voilà. Et en fait, c'est la version masculine, mais très âpre, de l'homosexualité des filles, qui, elle, est au contraire très poétique et très légère. Enfin, il y a un truc comme ça de... Enfin, bon, je sais pas. Moi, même ce soir, en connaissant le film par cœur, chaque fois, ça me gêne, ce moment-là, quoi. Et Mademoiselle 19 ans aussi. Alors qu'après tout, je veux dire, à 19 ans, il y a plein de gens qui n'ont pas plus d'idées sur qu'est-ce que ça veut dire réactionnaire que cette fille. Si vous voulez, c'est un point de vue de quelqu'un pour qui les mots ont un sens politique fort. C'est pas évident. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de lycéens ou de lycéennes, si on leur dit qu'est-ce que c'est réactionnaire, ils répondent comme elle. Voilà, c'est pas... enfin, en tout cas, voilà, c'est... Mais je trouve que ce qui me gêne, c'est l'insistance du plan et la durée du plan, comme s'il y avait une jubilation de Godard de dire « regardez ce qu'elle est conne », quoi. Enfin, regardez ce qu'elle est pauvre dans sa tête. Bon,
évidemment, il y a la scène très belle avant, je crois que c'est avant, quand il va gueuler dans la cabine de projection parce que le film n'est pas projeté au bon format. Alors, parce qu'il y a une histoire de format dans ce film. C'est-à-dire, Godard dit... Alors, le film, vous avez vu, et c'est filmé... Enfin, vous avez vu, le contraste est très important parce que c'est filmé à une pellicule qui venait d'arriver, qui était la 400 ASA, qui venait d'arriver pour le cinéma. Les cinéastes pouvaient utiliser de la 400 ASA, donc pellicule très très sensible pour filmer la nuit, etc. Alors, c'est le chef-op, quand il commence à parler avec Godard, qui lui dit, vous savez, il y a une nouvelle pellicule, peut-être que pour votre film, ça serait bien. Et Godard a des doutes. Godard, il aime beaucoup la 200 ASA, parce que la 200 ASA, elle a des beaux gris, enfin, c'est celle avec laquelle il a fait les films d'avant, quand ils sont en noir et blanc. Et donc, il dit au chef-op, on va faire des essais. Et ils partent dans Paris, surtout vers République, hein, parce qu'en gros, le quartier général du film, c'est Répu. Et ils font des plans. Et ils en font beaucoup. Et ils font des plans, par exemple, des gens qui marchent dans la rue, les entrées et sorties de grands magasins, tous les plans Alors, quand Godard fait ses plans, il ne les fait pas pour le film. Il les fait pour essayer la pellicule. Et quand le chef-op raconte que quand ils ont vu au Rush, Godard disait, il n'a pas dit c'est bien, c'est pas bien, il n'a rien dit. Et après, à la fin du montage, il voit que tous les plans faits comme essai de pellicule sont dans le film. C'est-à-dire, bon, Godard, c'est comme quand Godard écrit un scénario et qu'après il prend des phrases et qu'il les met directement dans le film. C'est la même idée, c'est-à-dire ce qui relève de la préparation finalement, fait partie du film. On peut prendre des morceaux qui ont été faits avant que le film commence à se tourner et on s'en sert et après on l'intègre, disons, au film. Ce qui est un geste très moderne, hein, évidemment. C'est un geste où il n'y aurait pas d'un côté la genèse, la préparation et après de l'autre le film. Il fera ça beaucoup après, enfin il le fera encore plus clairement, hein, notamment sur des essais d'acteurs qu'après il intègre dans le film. Voilà. Alors autre chose, après je vous laisse parler, Godard fait un truc un peu bizarre, mais il l'avait déjà fait dans Vivre sa vie, c'est-à-dire que quand les jeunes dialoguent entre eux, c'est un pur effet de montage, c'est-à-dire qu'en réalité c'est Godard qui interviewait, par exemple, la fille devant le frigo. Après, il interviewait le garçon. Et après, il ne savait pas avec qui il parlerait. C'est-à-dire qu'après, au montage, il fait parler des plans, pas du garçon et de la fille, par pur effet de montage. On est dans le cinéma le plus contraire possible d'André Bazin. C'est-à-dire l'idée de... Voilà. J'interviewe la fille, c'est moi, Godard, j'interviewe la fille, après j'interviewe le garçon, c'est moi, Godard, et après je les fais dialoguer artificiellement, purement par effet de montage. Donc c'est un cran de plus par rapport à l'histoire de l'oreillette, si vous voulez. C'est une façon de manipuler entièrement le dialogue, tout en faisant de l'interview directe, puisque c'est des interviews directes. Ils n'ont pas de texte, hein, c'est-à-dire ils répondent directement aux questions que Godard leur pose. Il y aura un petit peu ça après, encore une fois, dans La Chinoise, mais moins. Là, c'est le film où la manipulation est la plus grande par rapport à cette question de comment on constitue un dialogue à partir de morceaux qui n'ont pas été dits par rapport au partenaire qui sera après dans la séquence. Bon, à vous de poser des questions ou de dire des choses sur le film. Bon, en tout cas, on mesure une fois de plus à quel point, aujourd'hui, un film comme ça est absolument impensable. C'est-à-dire impensable en termes de production, impensable en termes de diffusion. Déjà, dès le début, le plan très très long sur Léo, si vous voulez, c'était quand même... Du point de vue de la structure du cinéma,
du spectacle, de la distribution, une époque qui n'a plus rien à voir avec la nôtre. Aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait faire un film, qui dirait « je vais faire comme Godard a fait », mais au lieu de le faire en 65, je le fais en 2022, et il n'a qu'une solution, c'est d'écrire un scénario qui dit les choses. C'est-à-dire, là, parce que finalement, là, les idées qu'on a, on les attrape à partir des morceaux que Godard nous donne. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de thèse. Si vous voulez, aujourd'hui, tout est devenu utilitaire. Même les bons films, et quand je dis ça, c'est pas par... si vous voulez, mais même le film, là, par exemple, sur le gilet jaune et le... Comment il s'appelle qui se retrouve à l'hôpital, qui était au César. Vous ne voyez pas ça, personne ne... En tout cas, aujourd'hui, tout passe obligatoirement par le scénario. Et dans ce film-là, il y a du scénario, mais ce n'est pas le scénario qui nous dit ce que Godard attrape et constate sur l'époque. Et l'époque est liée entièrement. C'est-à-dire, c'est incroyable à quel point ce film capte des choses sur sa propre époque. Et les décors, c'est pas des décors, enfin, tout ce qu'on voit dans le film, c'est directement prélevé du réel. C'est pas, Godard s'est pas dit, allez, on va aller dans tel endroit, etc. Il va dans les cafés où il allait, il va dans des lieux communs. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce film, c'est le... Je ne sais pas s'il l'avait autant fait avant, c'était les jeux de mots avec les intertitres. Et puis cette idée du son de pistolet qui permet de faire sauter des lettres, etc. Moi, je trouve ça très drôle, mais j'ai l'impression que c'est la première fois où il utilise à ce point-là le procédé. Peut-être je me trompe. Non, parce que là, c'est très visible. Il a toujours fait des jeux comme ça, mais d'habitude, là, c'est montrer vraiment. C'est-à-dire, on ne peut pas y échapper aux jeux de mots, enfin, aux phrases, etc. Parce que, d'abord, les caractères sont très gros de ça, et puis, il s'amuse, il s'amuse avec ça. Oui, c'est ça, il y a quand même un côté ludique dans le qu'on sent, qui est très très fort, qui prend du plaisir quand même à... alors, parfois, peut-être, c'est un peu cruel, mais globalement, il y a quand même un sentiment de légèreté aussi, quand même, je trouve, dans ce film, qu'on retrouve pas si souvent que ça dans ces autres films, quoi. Tout à fait. C'est pas un film, bon, même quand c'est lent, c'est pas ennuyeux. Et puis, il y a la santé, quoi. Enfin, il y a la santé de Godard. C'est-à-dire, il aime sans arrêt, il fait des gags, il invente des choses, il s'amuse. C'est-à-dire, c'est des films où il y a du plaisir à le faire. Et finalement, nous, quand on est devant un film où il y a eu du plaisir à le faire, on a du plaisir, enfin, à le recevoir, quoi. Et c'est effectivement un film où il y a plein de choses très drôles. Beaucoup d'inventions, et puis aussi ce qui n'empêche pas des moments assez émouvants. Je repensais à une scène que je trouve très belle quand le personnage de Chantal Goya, elle est en train d'enregistrer son 45 tours, et il y a Jean-Pierre Léaud qui entre, et il la regarde à travers la vitre, etc. Et à un moment donné, il rentre dans le studio pendant qu'elle chante, ce qui est absurde qu'on le laisse rentrer d'ailleurs, enfin, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, il se met devant elle et on a l'impression qu'elle lui parle en chantant, mais en fait, elle est en train de chanter un texte de chanson à 2 balles, enfin voilà, mais qui est une chanson d'amour. Et lui, en fait, là, enfin, il y a un truc sur le fait qu'ils ne se raccordent pas et pourtant ils sont face à face, quoi. Enfin, je trouve ça très très beau, quoi. C'est comme s'il venait la recueillir alors qu'elle lui donne rien. Enfin, ouais, mais c'est lui qui se met à la place de celui à qui ça serait adressé. Voilà. Et Godard s'amuse aussi, mais ça il a toujours fait toute sa vie, au mixage. C'est-à-dire que quand on entre il n'y a plus que la petite voix fluette, parce qu'il n'y a plus aucun écho, il n'y a plus rien. Mais ça, Godard, il a souvent fait ça. C'est-à-dire, ce coup, il coupe au mixage. S'il y a 6 pistes son, il en coupe 5. Donc là, il y a l'idée de la vitre, etc. Mais il fait ça aussi
des fois dans des scènes normales. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur, Godard, d'éteindre l'ambiance sonore. Alors qu'aujourd'hui, enfin, c'est la folie furieuse aujourd'hui, le mixage. C'est-à-dire. C'est un truc interdit, ça, oui, d'enlever. Et avoir du silence est impossible. Et moi, je sors d'un mixage à Canal+. Le mixeur, je lui disais, mais là, je veux rien. Je veux du silence. Et il me disait, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de mettre 5 secondes de silence, quoi. Parce qu'il dit après, tout le monde casse sa télévision, appelle Canal+, pour dire vous êtes nuls, quoi. C'est-à-dire, bon, c'est vrai que c'est rude. Et ça veut dire quoi? Attends, je vais te passer le micro. Ça veut dire que si, quand il y aura le contrôle du film, on va dire au mixeur, mais tu es nul. Même si le réalisateur voulait du silence, on n'a pas le droit à Canal+ d'avoir du silence. On n'a pas le droit d'avoir plus de 3 secondes de silence dans le film. Donc c'est une censure. C'est un dogme. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sinon, Canal+ dit c'est indigne de nous que dans un film il y ait du silence. Donc c'est une espèce de, c'est un truc de taper furieux, de fou furieux, quoi. Ça, et du coup, le pauvre mixeur, il a peur quand on lui dit, moi je veux, là, à ce moment-là, je veux du vrai silence. Et il a peur pour lui. Enfin, il a peur qu'on le prenne pour un nul. Voilà, et que, en gros, Canal+ peut lui dire, tu n'aurais pas dû te laisser faire. Ce mec est nul. Le réal, parce qu'il ne sait pas qu'il faut qu'il n'y ait jamais de silence. Donc ça fait très peur. Enfin, ça fait très peur parce qu'en plus, on ne peut pas en vouloir au type. Je veux dire, il est pris dans ça. Il est salarié, il est pris dans ça. On ne peut pas lui en vouloir à lui de ça, quoi. Donc c'est assez bizarre. Et Godard a toujours adoré ça, des moments de pur silence. Parfois c'est mis en scène comme la minute de silence et tout ça, mais même dans des séquences normales, Godard coupe tout. Il y a des moments où il coupe tout le son. Et il laisse, parce que l'idéologie du mixage, c'est que même si c'est du silence, il faut du son. Il faut un vague quelque chose pour que ça ne soit pas du silence. L'inacceptable, c'est le silence. Donc là, lui, il y va, Godard, il y va fort là, lui, avec ça. Mais bon, c'était une autre époque, il n'y avait pas Canal+. Mais je voudrais revenir à la scène de Mademoiselle 19 ans. Ce qui est un peu étonnant dans cette scène, c'est qu'on a l'impression qu'il a fait référence à Chronique d'un été de Jean Rouch et Edgar Morin, et où dans Chronique d'un été, effectivement, ils interviewent en tant que sociologues des personnes, pas que des jeunes filles, et où effectivement on ressent ce que vivent les personnes de cette époque, que ce soit des hommes ou des femmes. Tandis que là, effectivement, Godard, on a l'impression qu'il reprend un peu... on sent que c'est un film où il fait un peu de sociologie, hein, à la Godard, et que, comment dire, il a un côté moqueur, parce qu'il fait vraiment passer les jeunes filles un peu pour des nunuches, et pas que elles, d'ailleurs, je trouve. Mais en même temps, ce qui était compliqué à cette époque, cette génération, c'est les années 65, je crois, hein, c'est qu'il y avait quand même les prémices de cette espèce de libération de la femme et de la jeune fille, mais c'était encore très timide et très compliqué, et où les nouveaux rapports entre les garçons et les filles... C'était pas encore... oui. Voilà, ça se cherchait. Tout à Donc fait. les filles paraissaient un peu nunuches, mais en même temps, elles avaient envie de se dégager. Et alors du coup, politiquement, Godard le montre très bien, ça. Et je ne sais pas si finalement il se moque. Quand même, il montre bien qu'il y avait une timidité de la part des jeunes filles à vouloir être comme des mecs, quoi. Voilà. Oui, mais ça, quand c'est les autres filles dans le film, ça marche. Je veux dire, on n'a aucun... Ce qui me gêne dans Mademoiselle 19 ans, c'est qu'il la met en scène en majesté, encadrée par la fenêtre, et
Là, j'ai l'impression qu'il se moque un peu d'elle. Oui, Pas du tout les autres. Parce que les autres, par exemple, dans le dialogue, quand Léo lui dit « Mais comment tu fais pour te protéger de la grossesse, etc. » Il y a de la vraie gêne, mais il n'y a aucun... Au contraire, il y a Godard, de la tendresse, enfin, quand elle parle de ça. Alors le film, bon, j'ai oublié de le dire, mais a été interdit au moins de 18 ans à cause de la scène finale. Parce qu'il était strictement interdit de parler d'avortement dans un film en 65. Ça veut dire que... Parce qu'il n'y a rien d'autre. Je veux dire, ce film aurait pu être interdit au moins de 16 ans, ou même pas interdit. Mais la scène finale, ça a été immédiat. C'est-à-dire, il est hors de question que des jeunes filles ou des jeunes garçons de moins de 18 ans entendent parler de la possibilité de s'avorter. Quand même... là aussi assez violent. Et d'ailleurs, à propos des oreillettes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais à un moment, Catherine, dans ses cheveux et dans son oreille, on aperçoit... C'est volontaire ou bien c'est... Au montage, il n'a pas vu qu'on apercevait... Vous savez, Catherine, c'est... Celle qui mange la pomme. Oui. Non, il n'a pas fait exprès, mais il a gardé, je veux dire. Pas... De même qu'il y a une histoire assez drôle sur le tournage, c'est quand Léo écrit De Gaulle, il se trompe. Oui. Et donc, évidemment, ça a été refait 5 fois. C'est-à-dire repeigné en blanc pour enlever l'erreur, et il a gardé, évidemment, la prise fautive. Il a gardé l'erreur, alors qu'il en avait 4 de bonnes. Puisque, vous imaginez, les pauvres assistants qui repeignaient chaque fois le mur en entier pour que Léo puisse recommencer à écrire, taguer sa phrase. Et ce qui est intéressant, effectivement aussi, c'est que on est, par rapport au film qu'on fait aujourd'hui, comme vous disiez à propos des Gilets jaunes, je ne sais pas si je l'ai vu, ce film, mais je n'arrive pas à retrouver lequel c'est, parce qu'il y a déjà quelques-uns de faits. C'est qu'on est dans une fiction documentaire, c'est-à-dire que on est vraiment, comment dire, il n'y a pas forcément besoin d'un grand scénario pour être plongé dans toute une époque. Et c'est vrai que chez Godard, c'est ce qui est génial, quoi. Parce qu'on peut penser que ce serait le propre du cinéma que chaque film attrape l'époque. C'est absolument faux. Ouais. Il y a beaucoup de films qui n'attrapent rien. Celui-là, il attrape tout, quoi. C'est-à-dire, là, ça, c'est le génie de Godard à l'époque. C'est-à-dire que le seul qui attrapait tout, année par année, et quand on voyait ces films, on savait où on en était, on savait vraiment où on en était. Aujourd'hui, ça s'est terminé. Aujourd'hui, on sait ce que le scénariste a pensé de l'époque. Pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même chose. C'est pas le cinéma en soi qui attrape les choses. Et ce film-là, par rapport à ça, il est génial. Enfin, pour moi, c'est un film incroyablement exemplaire de comment un film, l'air de rien, attrape tellement de choses sur une époque, quoi, y compris sur... il s'amuse bien avec ça, mais il a des antennes, quoi. Godard, il a des antennes et il les a gardées longtemps. Maintenant, ces antennes, il peut moins s'en servir puisqu'il ne sort pas, mais... et en plus, le mystère absolu, à l'époque, les années 60, Godard, il était dans la vie. C'est-à-dire, il était même que dans la vie. Il n'avait même pas de maison, etc. Après, dans les années 80, quand il revient au cinéma, il est encore dans la vie, mais il est déjà un peu plus décalé. Et malgré tout, il y a ça. C'est-à-dire, dans Passion, il y a 1000 choses sur l'époque de Passion, y compris sur des films à sujet où normalement on n'attrape pas l'époque. C'est Je vous salue Marie. Or, il a toujours eu ça, il a toujours eu des antennes spéciales pour capter les choses que les autres n'ont pas eues. Je veux dire, les autres Nouvelle Vague n'ont pas eu ça. Chabrol, c'était du scénario. Truffaut, c'était du scénario. Rivette, un peu plus. Rivette attrapait aussi des choses comme ça. Mais là, le cas le plus génial, c'est Godard, quoi. Et c'est un don, hein, c'est pas, je veux dire, il s'est pas dit, je vais attraper tout.
C'est-à-dire, il avait une qualité d'antenne pour tout attraper, voilà. Et le mystère pour moi, c'est quand il fait film socialisme, où déjà il est vieux, enfin il est déjà plus... Il court pas les rues et il attrape tout, quoi. La séquence du garage, je ne sais pas si vous en souvenez, sur la petite famille de garagistes, je me suis dit pourquoi depuis 5 ans personne n'a attrapé autant de choses que lui qui est vieux. C'est-à-dire c'est comme si le fait de ne pas être réellement, de ne pas être dans le monde ne l'empêchait pas d'attraper le monde plus que ceux qui croyaient y être, enfin. Bon, je ne veux pas être trop lyrique sur Godard, mais c'est vraiment ça le génie de Godard. Enfin, le génie principal de Godard, c'est peut-être celui-là. Les bars parisiens, les cendriers avec Saint-Zano, Ambassadeur, Saint-Raphaël, la serveuse, on ne voit plus de serveuse qui ressemble à ça aujourd'hui, mais les bars parisiens, c'était ça, quoi. C'était... les voitures dans la rue, effectivement les essais de caméra sur l'entrée des personnes dans les grands magasins, on voit vraiment comment on était habillés, comment les vitres et puis comment on était happé par ces grands magasins qui étaient où il y avait toutes les nouveautés. C'est vrai qu'on est vraiment transporté. Moi je trouve ça très fort. En tout cas par rapport à ce que tu disais, non, ce que vous disiez. C'est vrai que Rouch est dans le film. Enfin, je veux dire, quand Godard fait ce film, il a en tête Chronique d'un été. C'est-à-dire qu'il a ça en tête et ça plaisait bien à son producteur, puisque son producteur était plutôt de l'autre côté de la nouvelle vague, si j'ose dire, enfin, de la nouvelle vague intellectuelle, et pas celle de Godard. Juste par rapport à... Je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à la télévision tout à l'heure, la question du son. Juste dire au passage que quand même Godard est une bête de télévision quelque part en fait. Il y a quand même beaucoup de moments où il est interviewé, où il se passe vraiment des trucs incroyables. Je repense à je sais plus quelle émission en fait où il prend le contrôle du cadrage de la caméra. Une autre en fait où il fait... Enfin, il y a une espèce de happening à chaque fois qu'il est sur un plateau, enfin peut-être plutôt dans les années 80-90. Enfin en tout cas pour ceux qui n'ont pas vu, moi je vous encourage à regarder sur YouTube parce qu'en général on peut trouver plein d'extraits. Et c'est toujours assez drôle et en général il arrive toujours un peu à chambouler un petit peu le dispositif. Voilà. C'est très... Ça fait plaisir à voir, quoi. C'est marrant parce que j'ai vu il y a 3 jours la dernière représentation de Lucchini de ce spectacle sur l'argent, et comme c'était la dernière, c'était filmé, il y avait des caméras partout et il a joué toute la soirée avec le caméraman, avec l'ingénieur du son, c'est-à-dire que très godardien par rapport à ça, c'est-à-dire au lieu de parler qu'avec les spectateurs, il parlait avec les techniciens qui étaient en train de le filmer, et en plus c'était pas du tout chez Godard, ça pouvait être méchant. Lucchini non, c'était tendre, enfin il y avait un truc comme ça ce Godard pouvait être assez cruel avec, oui. Bah bon, la télévision peut être cruelle. Donc bon, c'est une bonne guerre. Oui, vous n'avez pas évoqué du coup quelque chose qui est dans le film à plein d'endroits, sur la place de la guerre au Vietnam. Et en fait, je me demandais justement si cette manière de présenter ces petits chats par flash, c'était pas aussi, peut-être pas, mais en lien avec le principe de la République des lâches, en fait. Est-ce que c'est pas une autre manière de dire de Godard qu'en fait tout le monde vit sa vie, on a ses petites préoccupations, etc. Mais en fait, le vrai sujet, tout le monde le voit, mais on n'en parle pas. Oui, sauf que ce qui me gêne, c'est qu'il associe l'homosexualité à ça. C'est pas la République des lâches, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est tout. Mais le fait qu'il écrive ça sur la porte des toilettes où il y a les 2 mecs qui s'embrassent, voilà, il y a quelque chose que je ne comprends pas.
En tout cas, pour rebondir sur la question du Vietnam, ça m'a frappé la séquence où Jean-Pierre Léaud dit, il donne ses allumettes au type qui croise dans la rue, et après il dit « Ah la vache, il s'habille le feu, etc. » Mais ça reste hors champ, en fait. Oui. C'est assez frappant, parce que cette image, je pense qu'on l'a tous vu, l'image de personnes qui s'immolent comme ça, qui est très choquante, et on l'a dans la tête, mais là, elle reste hors champ, quoi. Et on a l'impression que... Enfin, il s'en parle comme ça, puis bon, il passe à autre chose, quoi. Enfin, mais sur le Vietnam, après, il va travailler vraiment, si j'ose dire. C'est-à-dire là, c'est des petits signes pour dire... il y avait déjà ça dans Pierrot le Fou, hein, puisqu'il y avait déjà les Américains qui venaient dessiner les trucs, qui Belmondo disait, etc. Donc, c'est pour dire, je fais ce film à un moment où il y a ça, c'est pas mon sujet, mais j'ai pas le droit de pas au passage l'attraper, quoi. Et en plus avec le gag génial de la voiture diplomatique. En plus il y a un truc très beau dans parce que il n'y a pas que le gag. Il y a le fait que sur le mur derrière, il y a un peintre qui peint les volets. C'est-à-dire il y a un effet comme ça de perspective, enfin, de mise en abîme entre le vrai peintre qui peint les volets et eux qui peignent la voiture. Et, enfin, même plus globalement, parce qu'au-delà du Vietnam, il y a quand même il y a la référence à Coca-Cola, il y a le fait de, je sais pas comment on l'appelle, l'impresario ou je sais pas quoi, qui fait répéter Chantal Goya, qui visiblement est aussi de culture américaine. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose où il met en relief le fait que quelque part, je sais pas, la France est en train de se faire bouffer et que De Gaulle au milieu, qui est évoqué effectivement avec... et même, à un moment donné, il y a une histoire où il demande à la jeune fille si elle est amoureuse de De Gaulle. On voit bien qu'il moque un petit peu la France d'aujourd'hui qui paraît vachement ringarde et puis autre chose qui se joue de l'autre côté, quoi. Sur l'Amérique, enfin, c'est effectivement l'histoire de quand le journaliste de radio dit à Chantal Goya, aux États-Unis, il y a écrit partout Pepsi, est-ce que vous êtes Pepsi? Elle a dit oui, je suis Pepsi, sur l'idée comme ça que ça rentre direct dans les cerveaux par la pub et tout, quoi. Il y a ça. Bon, ce qui est bien, c'est que c'est pas une thèse, c'est jeté, quoi. C'est attrapé comme ça. C'est pas... Le personnage noir avec la fille avec le pistolet, et puis on voit Léo et son copain de l'autre côté complètement sous les thés noirs, terrorisés, qui savent pas quoi dire, quoi. Oui, sur le... Bon, on se dit, là, il y avait plein de raisons, hein, puisque c'est Madondo, le noir, qui était à l'époque un cinéaste africain, pour eux, c'était important de le montrer en tant que cinéaste africain. Il y a le dialogue qui est un dialogue de théâtre, et il y a l'actrice qui était la femme de Boursellier. Boursellier, c'est lui qui fait répéter Brigitte Bardot, là. Qui a été assez important à ce moment-là dans la vie dans la vie amicale de Godard, les Bourselliers. Donc c'est multiple. Il n'y a pas juste un truc, quoi, dans cette scène du métro. Mais la scène du métro est absolument magnifique. Enfin, moi, je trouve, quand Léo écarte, aujourd'hui, tout ça est impossible, écarte un peu la portière quand il passe devant la chambre où il y a les filles. Il y a un truc comme ça de... Et le nombre de films où on voit les gens qui sautent dans le train en marche, aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Parce que dans énormément de films, le type était sur le quai, au dernier moment, il changeait d'idée, il courait après le train qui avait démarré et ils ouvraient la porte et ils rentraient dans le train, quoi. Là, c'est science-fiction. Mais vous parliez d'un metteur en scène africain, c'est ça qui joue le rôle oui, c'est Madondo, c'était... Comment il s'appelle? Madondo. Ondo. C'est un cinéaste africain de l'époque, enfin. Ah ouais. Alors sur l'histoire de Bardot, mais je crois que je vous l'avais déjà raconté, c'est que le producteur dit comment on va la payer, parce qu'elle vient jouer son rôle une après-midi. Et le producteur dit
je pense qu'il faut lui donner 200 000 francs anciens. Et Godard dit non, je sais qu'elle aime beaucoup les roses baccarat, on va lui en acheter pour 20 000 francs. Et elle était contente. Je veux dire que le producteur, il pensait en termes de combien je la paye, et Godard, c'est comment je lui fais plaisir, puisqu'il la connaissait, donc c'est pas mal. Non, parce que c'est une passante. Puis tout le monde, à l'époque, c'était la star des stars, c'est-à-dire il n'y avait pas besoin d'écrire qu'il y avait Bardot. C'est une invitée. Oui, je pensais à Anna Karina, que nous on ne va pas le revoir en fait dans notre cycle. Je crois qu'elle va faire encore un film avec Godard, c'est ça, c'est Made in USA, ou est-ce qu'elle va en faire d'autres après encore? Non, Made in USA. Ouais. Comment ça s'est terminé finalement, cette histoire? Comment ça se fait que ça s'est terminé là, en fait, avec Godard? Parce qu'ils étaient déjà plus ensemble avant Pierrot le Fou, je crois, vous avez expliqué. Oui, Pierrot le Fou, c'est déjà fini leur histoire, mais bon, elle a été amoureuse toute sa vie de Godard, je veux dire, jusqu'à sa mort. Et lui, malgré tout, contrairement aux horreurs qu'il a dit sur Anna Wiesinski, etc., il a quand même toujours été tendre avec elle. C'est-à-dire, voilà, même si il a voyé peu, Godard a horreur de tout ce qui vient de son passé. Tout, je veux dire, il n'y a pas de... C'est-à-dire, même des gens qui ont été très proches de lui à un moment, il ne veut plus rien en savoir. Il ne veut plus rien en savoir. Mais avec Anna Karina, quand même, ça fait partie de... Enfin, c'est ma théorie en tout cas, c'est que le génie de Godard des années 60, c'est aussi le génie d'Anna Karina et de Coutard. C'est-à-dire que si Godard n'avait pas eu Coutard et Anna Karina, ça aurait été un très grand cinéaste. Mais ça n'aurait pas consisté de la même façon, quoi. Là, c'est comme un truc à trois. Et Coutard aussi a un rôle essentiel là-dedans. Sur qu'est-ce qu'ils inventent à ce moment-là, ils l'inventent à trois. Bon, Godard, évidemment, c'est lui, c'est le metteur en scène, enfin, c'est le réalisateur. Mais ça compte aussi beaucoup. Après, ça sera plus pareil. Même Anna Wiesinski, je veux dire, il filme Anna Wiesinski, mais il n'y aura pas l'espèce de truc comme ça où tout tient, quoi. Et avec Anna Karina et Coutard, tout tenait ensemble. Une alchimie, quoi, quelque voilà. part. Non, mais vraiment, un truc comme ça qui prend à un moment, voilà, et qui, bon, ça existe dans le cinéma, c'est pas le seul cas, mais sur le génie des années 60, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Que c'est cet ensemble-là de trois. Et c'est pas juste Godard a du génie dans les années 60, mais il a tout ce qu'il faut, quoi, pour que ça marche, enfin, pour que ce génie produise des choses géniales. On s'arrête là, peut-être? On s'arrête là. Alors, juste annoncer que la prochaine séance, ça sera donc sur Week-end. Donc là, au niveau cruauté, enfin, on va avoir des trucs assez sympas. Voilà, donc rendez-vous le mois prochain. Voilà, et on se rappellera de ce film en voyant Week-end, parce qu'il y a plein de choses. Merci beaucoup. Merci.